26 juin 1944, base aérienne de Hollandia, Nouvelle-Guinée néerlandaise. La partie de dames était restée inachevée alors que le lieutenant-colonel Charles MacDonald levait les yeux du plateau. L'homme qui se tenait à sa porte moustiquaire venait de se présenter, mais le nom n'avait pas été pleinement enregistré. MacDonald était concentré sur sa partie avec le lieutenant-colonel Merrill Smith, officier des opérations des Satan's Angels. Le civil répéta son introduction avec une confiance tranquille qui fit marquer une pause à MacDonald. Charles Lindbergh, l'aviateur le plus célèbre d'Amérique, se tenait dans un foyer de loisirs de fortune, à des milliers de kilomètres de chez lui, demandant la permission de discuter des opérations de combat du P-38. Ce qu'aucun des deux hommes ne savait à ce moment-là, c'est que cette interruption allait révolutionner les opérations de chasse à long rayon d'action dans le théâtre du Pacifique. Les techniques que Lindbergh allait enseigner au cours des 6 semaines suivantes étendraient le rayon de combat du Lockheed P-38 Lightning de près de 400 miles, transformant ce que les pilotes considéraient comme impossible en procédure opérationnelle standard. L'histoire de la façon dont un consultant civil a doublé le rayon d'action du principal chasseur bimoteur américain n'est pas seulement un récit technique. C'est une narration sur la résistance institutionnelle surmontée par des preuves irréfutables de pilotes apprenant à faire confiance aux mathématiques plutôt qu'à l'instinct et de la maîtrise spécialisée d'un homme en efficacité énergétique changeant le cours de la guerre aérienne dans le Pacifique. Les mathématiques du rayon d'action étendu s'écrivaient non pas dans les manuels d'ingénierie, mais dans l'expérience quotidienne des pilotes qui allaient apprendre que tout ce qu'on leur avait enseigné sur la gestion des moteurs était incomplet. L'impossible était sur le point de devenir routine et le professeur était un civil de 42 ans qui n'avait pas piloté de P-38 jusqu'à 3 jours plus tôt. Le chemin vers cette porte moustiquaire à Hollandia avait commencé 17 ans plus tôt, au-dessus de l'océan Atlantique. Les 20 et 21 mai 1927, Charles Augustus Lindbergh avait transformé l'aviation à jamais en volant seul 3600 miles de New York à Paris en 33 heures et demie. Le monoplan, Ryan, M.N. Idios, P. qu'il pilotait, Spirit of St. Louis, transportait 450 gallons de carburant dans des réservoirs si grands qu'ils bloquaient la vision vers l'avant. Lindbergh avait navigué au périscope et à l'estime, gérant la consommation de carburant avec une précision qui aurait semblé paranoïaque aux autres pilotes de cette époque. Il avait atterri au Bourget avec 85 gallons restants, ayant atteint une économie de carburant que les experts considéraient impossible pour un moteur en étoile Wright Whirlwind. Cette attention méticuleuse à la gestion du carburant était devenue l'expertise technique distinctive de Lindbergh. Tout au long des années 1930, alors qu'il effectuait des vols de reconnaissance pour Pan American Airways à travers le Pacifique et l'Atlantique, Lindbergh perfectionna des techniques qui étendaient le rayon d'action bien au-delà des spécifications du fabricant. Il comprenait que les chiffres de rayon d'action publiés représentaient des moyennes, pas des limites. Chaque moteur avait une plage de fonctionnement optimale, où la puissance de sortie, la consommation de carburant et la contrainte mécanique atteignaient un équilibre parfait. Trouver cette plage nécessitait de comprendre la relation entre la pression d'admission, le régime de l'hélice, RPM, les réglages du mélange et la vitesse indiquée d'une manière qui allait bien au-delà de la formation standard. En 1944, Lindbergh était devenu l'un des plus grands experts mondiaux du vol à long rayon d'action. Mais sa relation avec l'armée américaine était compliquée par son isolationnisme d'avant-guerre. Il avait plaidé passionnément contre l'implication américaine dans les conflits européens, dirigeant le America First Committee et lui valant l'inimitié du président Franklin Roosevelt le 29 avril 1941, après que Roosevelt l'eut publiquement comparé aux sympathisants confédérés de la guerre civile Clément Vallandigham, Lindbergh démissionna de sa commission de colonel de réserve de l'Air Corps. Quand Pearl Harbor força l'Amérique à entrer en guerre, Lindbergh tenta de réintégrer l'Army Air Corps.
Roosevelt s'assura personnellement que Lindbergh ne porterait plus jamais l'uniforme militaire américain pendant la guerre. Mais l'expertise trouve un chemin. Incapable de servir comme officier militaire, Lindbergh devint un consultant technique civil pour les fabricants d'avions. Il rejoignit United Aircraft Corporation en 1943, travaillant extensivement avec leur division Chance Vought, productrice du F-4U Corsair. Il passa du temps à l'usine Willow Run de Ford pour résoudre les problèmes de production du B-24 Liberator. Il effectua des vols d'essai dangereux à haute altitude dans des P-47 Thunderbolt pour l'analyse des performances des moteurs. Il aida à développer des techniques de bombardement en piqué pour le Corsair. Ses contributions techniques étaient énormes. Mais Lindbergh avait soif de combat. Début 1944, il vit une opportunité. United Aircraft voulait étudier la faisabilité d'un nouveau chasseur bimoteur. Le seul représentant américain de cette catégorie était le Lockheed P-38 Lightning. Lindbergh convainquit United Aircraft de l'envoyer dans le théâtre du Pacifique comme représentant technique pour observer les opérations du P-38 dans des conditions de combat. Le 3 avril 1944, Lindbergh se prépara au déploiement dans le Pacifique Sud. Il visita Brooks Brothers à New York pour acheter un uniforme d'officier de marine sans insigne. À la librairie Brentano's, il acheta un petit Nouveau Testament, écrivant dans son journal ce jour-là « Puisque je ne peux emporter qu'un livre et un très petit, c'est mon choix ». Cela n'aurait pas été le cas il y a une décennie, mais plus j'apprends et plus je lis, moins il a de concurrence. Il quitta San Diego le 24 avril, officiellement à destination des bases de l'aviation du corps des Marines dans la zone du Pacifique Sud autour de Guadalcanal. Le voyage était autorisé par le département de la Marine, mais gardé secret de la Maison-Blanche. Ni le président Roosevelt, ni même le secrétaire à la Marine Frank Knox ne savaient que Lindbergh se dirigeait vers la zone de guerre. Ce qui avait commencé comme une mission d'observation devint quelque chose de plus lorsque les officiers de l'aviation du corps des Marines invitèrent Lindbergh à voler comme observateur sur des missions de combat. Le 21 mai 1944, Lindbergh vola pour sa première sortie de combat, une mission de mitraillage au sol avec le Marine Fighting Squadron 222 près de la garnison japonaise de Rabaul. Les Marines appelaient cela de l'observation. Lindbergh vola avec ses armes chaudes, engageant des cibles lorsque l'opportunité se présentait. Il démontra rapidement une expertise pratique qui dépassait la théorie. Travaillant avec les pilotes de Corsair, il leur montra comment décoller en sécurité avec des charges de bombes doubles de la capacité nominale du F-4U. Les Marines perdaient des avions dans des accidents de surcharge. L'analyse minutieuse de Lindbergh des réglages de puissance, des vitesses de décollage et de la distribution du poids réduisit les accidents tout en augmentant la capacité de frappe. La nouvelle se répandit dans le théâtre du Pacifique que le célèbre aviateur volait en mission de combat en tant que civil et résolvait des problèmes opérationnels qui avaient dérouté les pilotes militaires pendant des mois. À la mi-juin 1944, Lindbergh s'était intéressé au P-38 Lightning. L'intérêt d'United Aircraft pour les chasseurs bimoteurs était authentique, mais Lindbergh avait aussi entendu que le 475e Fighter Group, Satan's Angels, était l'une des meilleures unités de Lightning dans le Pacifique. S'il voulait en apprendre sur le P-38, c'était l'endroit où aller. Le 15 juin 1944, Lindbergh se fit transporter par avion jusqu'à Finschhafen, en Nouvelle-Guinée. Il annonça sa présence au quartier général de la 5th Air Force à Nadsab, où le colonel Marian Cooper déjeuna avec lui. Le dimanche soir 18 juin, Lindbergh dîna avec le général Ennis Whitehead, discutant des développements en Nouvelle-Guinée et de ses plans pour observer les opérations du P-38. L'autorisation était informelle, non officielle et insuffisante selon les strictes normes militaires. Mais dans la structure de commandement fluide du théâtre du Pacifique Sud-Ouest, les relations personnelles et les compétences démontrées comptaient souvent plus que la paperasse. Le 20 juin, Lindbergh passa 1 heure et 20 minutes à se familiariser avec un P-38 avec le 35e Squadron du 8e Fighter Group. C'était sa première fois dans le chasseur à double boom distinctif. Le 26 juin, il vola jusqu'à Hollandia.
et tomba sur la partie de dames du lieutenant-colonel MacDonald. MacDonald avait 29 ans et était déjà un as avec 10 victoires. Il commandait le 475e Fighter Group qui avait été activé en Australie le 14 mai 1943 et était depuis devenu l'une des unités de P-38 les plus performantes du théâtre. Les 3 escadrons du groupe, les 431, 432 et 433, volaient sur les derniers modèles P-38J, avec des refroidisseurs améliorés et une capacité de carburant supplémentaire. Ces Lightning étaient les chasseurs au plus long rayon d'action dans le Pacifique, capables de missions qu'aucun autre avion ne pouvait effectuer. Mais même avec des réservoirs largables, le rayon opérationnel du P-38 était limité. Les missions vers des cibles lointaines laissaient peu de carburant pour les manœuvres de combat, et les pilotes revenaient fréquemment à la base avec des réserves de carburant dangereusement basses. Plusieurs avions avaient été perdus lorsque la météo forçait des détours qui excédaient la capacité en carburant. MacDonald ignora d'abord Lindbergh poliment, retournant à sa partie de dames. Mais quand Lindbergh expliqua que le général Hutchinson, commandant de la Third Air Task Force, l'avait envoyé pour discuter des opérations de combat du P-38, MacDonald prêta attention. Après une brève conversation, MacDonald demanda à Lindbergh s'il aimerait voler en mission le lendemain. Lindbergh accepta. La mission décollerait à l'aube. Plutôt que de retourner au quartier général, MacDonald suggéra que Lindbergh reste au camp du 475e pour éliminer les problèmes de transport. Alors que Lindbergh s'installait sur le lit de camp de rechange, la nouvelle se répandit rapidement à travers l'unité. Charles Lindbergh volait avec les Satan's Angels. La réaction parmi les pilotes était mitigée. Le lieutenant John Purdy du 433e Squadron avait hâte de rencontrer l'aviateur légendaire. D'autres étaient sceptiques. Certains se demandaient si un civil de 42 ans, célèbre ou non, pouvait gérer le combat moderne. Le major Thomas Maguire, déjà un as avec 15 victoires, qui terminerait la guerre comme le deuxième plus grand as de l'aviation américaine, avec 38 victoires confirmées, voulait voir ce que le vieux pouvait faire. Le matin du 27 juin 1944, Lindbergh se prépara pour sa première mission de combat en P-38. Le temps était mauvais, la pluie tombant régulièrement à 5h30 à 10h30. Quand le vol décolla enfin, les conditions s'étaient améliorées. MacDonald mena 4 appareils vers l'île de Japan et le terrain d'aviation de Sarmi, des cibles régulières pour le 475e. Lindbergh vola en Blue 3, sur l'aile de Maguire. L'autre appareil était piloté par Merrill Smith, déjà un as avec 8 victoires. MacDonald regarda Lindbergh se glisser en formation parfaite sur l'aile de Maguire. Pour quelqu'un qui s'était familiarisé avec le P-38 seulement quelques jours plus tôt, son vol en formation était impeccable. La mission impliquait de mitrailler une barge ennemie dans la baie de Caibos. Lindbergh serpenta à travers les tirs anti-aériens, ses canons et mitrailleuses ratissant la cible. La mission fut un succès, et les 4 appareils revinrent sains et saufs. Mais ce que les chefs mécaniciens remarquèrent après l'atterrissage s'avérerait plus significatif que toute action de combat. Lorsque l'équipe au sol vérifia le P-38 de Lindbergh après plusieurs missions, ils découvrirent un schéma. Son avion revenait systématiquement avec sensiblement plus de carburant restant que les autres pilotes, effectuant des missions identiques. Après une mission de reconnaissance armée de 6h30 le 1er juillet vers les terrains d'aviation ennemis le long de la rive occidentale de la baie de Gelvink, Lindbergh atterrit avec 210 gallons de carburant restants. D'autres pilotes de la même mission revinrent avec des jauges de carburant indiquant des réservoirs presque vides. Le 3 juillet, le groupe escorta 16 bombardiers B-25 lors d'un raid contre l'île de Japan. Après l'attaque, les Lightning se lancèrent à la chasse aux barges. En moins d'1 heure, 2 pilotes signalèrent un carburant diminuant et rompirent pour rentrer. Lindbergh continua la mission, ses jauges de carburant affichant des réserves confortables. MacDonald remarqua la divergence et convoqua une réunion. 2 jours après l'arrivée de Lindbergh, le colonel rassembla les pilotes du 475e dans leur foyer de loisirs. L'installation était rudimentaire, des sols en terre battue sous un toit de chaume de palme, une table de ping-pong et quelques jeux de cartes complétant l'ameublement. Sous des ampoules nues et éblouissantes, MacDonald alla droit au but.
Il présenta Lindbergh formellement et lui demanda d'expliquer comment il revenait systématiquement avec plus de carburant que tout autre pilote du groupe. Ce qui se passa ensuite allait changer les opérations du P-38 dans tout le théâtre du Pacifique. Lindbergh se tint devant les pilotes assemblés et expliqua les techniques de contrôle de croisière qu'il avait mises au point pour le Lightning. La procédure opérationnelle standard, enseignée à tous les pilotes de P-38, préconisait de croiser à 2200 à 2400 tours par minute avec le mélange réglé sur auto-reach. Ce réglage fournissait une bonne puissance et était considéré comme sûr pour les moteurs, mais il était aussi gaspilleur. Lindbergh expliqua qu'en réduisant la vitesse du moteur de 2200 tours par minute standard à 1600 tours par minute, en réglant le mélange carburant sur autoline plutôt que auto-reach, et en augmentant légèrement la pression d'admission pour compenser le régime plus bas, les pilotes pouvaient réduire considérablement la consommation de carburant sans perdre de vitesse de croisière effective. Les réglages spécifiques qu'il recommandait étaient de 1600 tours par minute à 30 pouces de mercure de pression d'admission avec le mélange réglé sur autoline et une vitesse indiquée de 185 miles par heure. Ces réglages réduisaient la consommation de carburant à environ 70 gallons par heure, atteignant environ 2,6 miles par gallon. Comparé aux réglages de croisière standard consommant significativement plus de carburant, les économies étaient énormes. Lindbergh prédit que ces techniques étendraient le rayon d'action du Lightning de 400 miles, permettant des missions de 9 heures. Quand il conclut sa présentation une demi-heure plus tard, la salle tomba silencieuse. Les pilotes ruminaient plusieurs pensées inconfortables. La notion d'un vol de 9 heures ne plaisait pas à des hommes qui trouvaient déjà les missions de 7 heures punitives. Le cockpit du P-38 était exigu. Les pilotes s'asseyaient sur leur parachute avec un radeau de sauvetage et des rames en dessous. Leur combinaison de survie était inconfortable. 7 heures dans ce cockpit repoussaient déjà les limites de l'endurance humaine. 9 heures semblaient inconcevables. Plus troublante encore était la recommandation de Lindbergh de faire fonctionner les moteurs à des réglages qu'on leur avait spécifiquement enseigné d'éviter. La combinaison d'un faible régime et d'une haute pression d'admission était appelée fonctionnement surcarré, oversquare. La formation au vol militaire soulignait que le fonctionnement surcarré endommagerait les moteurs. La détonation qui en résulterait ferait surchauffer les culasses, conduisant à une panne moteur catastrophique. Les pilotes avaient appris que si la pression d'admission dépassait le régime de plus de quelques pouces, ils risquaient de faire exploser leur moteur. Et maintenant, ce civil suggérait qu'ils devraient fonctionner leur moteur dans une condition qu'on leur avait dit être dangereuse. Le scepticisme dans la pièce était palpable. Plusieurs pilotes échangèrent des regards. Certains secouèrent la tête. Un pilote qualifia ouvertement la technique de Lindbergh de dangereuse. Mais MacDonald comprenait quelque chose d'important. Lindbergh ne parlait pas de la théorie. Il avait volé en mission de combat en utilisant ses réglages. Son P-38 n'avait subi aucun problème de moteur. Son avion était revenu à plusieurs reprises avec des réserves de carburant qui offraient une flexibilité opérationnelle que les autres pilotes n'avaient pas. Le colonel décida de mettre la technique à l'épreuve pratique. Si cela fonctionnait, le 475e aurait un avantage opérationnel décisif. Si cela échouait, il le saurait assez rapidement. Au cours de la semaine suivante, les pilotes commencèrent à expérimenter prudemment les réglages de croisière de Lindbergh. Les premiers vols étaient courts, permettant aux pilotes de retourner à la base rapidement si les moteurs montraient des signes de détresse. Les premiers pilotes à essayer la technique rapportèrent nerveusement que leur moteur sonnait différemment à bas régime. Le grondement profond des moteurs Allison V1710 changeait de caractère. Mais les jauges de température restaient normales. La pression d'huile restait dans des limites acceptables. Les températures de culasse, l'indicateur critique de la détonation, étaient en fait plus fraîches qu'à des régimes plus élevés. Alors que la confiance grandissait, les pilotes commencèrent à utiliser les techniques de Lindbergh sur des missions plus longues. Les économies de carburant étaient indéniables. Les missions qui nécessitaient un retour immédiat après les frappes sur cible pouvaient maintenant inclure des patrouilles aériennes de combat prolongées. Les vols qui forçaient les pilotes à surveiller attentivement la consommation de carburant se terminaient maintenant avec des réserves confortables. Le rayon de combat effectif du P-38, précédemment d'environ 570 miles, s'étendit à 700 miles, puis à 750 miles.
les pilotes découvrirent qu'ils pouvaient atteindre des cibles considérées comme au-delà de la capacité du Lightning, se battre pendant 15 minutes au-dessus de la zone cible et toujours revenir avec une réserve de carburant d'1 heure. La transformation était révolutionnaire. Le scepticisme s'évapora alors que mission après mission prouvait l'efficacité de la technique. Lindbergh vola régulièrement avec le 475e, accumulant des heures de combat et enseignant par l'exemple. Il mena des vols démontrant que l'observateur civil pouvait gérer le combat aussi bien que tout pilote militaire. Sur les missions qu'il dirigeait, son indicatif d'appel était simple, Mr. Lindbergh. Lindbergh expliqua la physique derrière la technique d'une manière qui aida les pilotes à comprendre pourquoi cela fonctionnait. Les moteurs d'avion produisent de la puissance en brûlant du carburant pour créer une pression qui actionne les pistons. La quantité de carburant brûlé par unité de temps détermine la consommation de carburant. Le but est de maximiser l'efficacité, produisant le plus de puissance pour le moins de carburant. Les réglages de croisière traditionnels à haut régime produisaient beaucoup de puissance, mais gaspillaient du carburant, parce que le moteur tournait rapidement, brûlant du carburant inutilement. En réduisant le régime et en augmentant la pression d'admission, la même puissance pouvait être produite avec moins de cycles de combustion, chacun utilisant le carburant plus efficacement. Le réglage de mélange pauvre améliorait encore l'efficacité en fournissant juste assez de carburant pour une combustion complète, éliminant l'excès utilisé en mode auto-riche pour le refroidissement du moteur à des réglages de haute puissance. Les moteurs ne détonnaient pas, parce que le réglage de puissance, bien que surcarré en ratio, n'était pas réellement un fonctionnement à haute puissance. Une pression d'admission de 30 pouces était modérée, bien en dessous des réglages de puissance d'urgence de guerre à 60 pouces utilisés pour le décollage et le combat. Le régime plus bas réduisait en fait la contrainte mécanique sur les composants du moteur. La technique n'était pas dangereuse, elle était simplement différente de ce qu'on avait enseigné aux pilotes. L'expertise de Lindbergh venait d'années d'expérience en vol à long rayon d'action. Sa traversée de l'Atlantique en 1927 lui avait appris que les spécifications publiées étaient des points de départ, pas des limites. Son travail avec Pan American Airways dans les années 1930, surveillant les routes transpacifiques et transatlantiques, lui avait donné des milliers d'heures pour expérimenter la gestion du carburant. Le P-38 avait un avantage qui rendait l'expérimentation moins risquée qu'il n'y paraissait, des moteurs jumeaux. Si un moteur subissait des dommages à cause de la technique de croisière expérimentale, l'autre moteur pouvait ramener le pilote à la maison. Au-dessus du vaste Pacifique, où une défaillance mécanique signifiait la mort par noyade ou la capture par les Japonais, la plupart des pilotes de chasseurs monomoteurs volaient prudemment. Mais la redondance du P-38 créait une marge pour explorer la plage de fonctionnement en sécurité. Et Lindbergh savait, vu la situation des approvisionnements, que le risque était acceptable. Allison expédiait des moteurs de rechange faits, 1710, et des pièces dans le Pacifique en quantité généreuse. Si un moteur nécessitait un remplacement après un fonctionnement expérimental, les équipes au sol pouvaient installer un nouveau groupe motopropulseur rapidement. L'avantage opérationnel du rayon d'action étendu justifiait d'accepter un petit risque d'usure accrue du moteur. Le calcul s'avéra correct. Aucun moteur de P-38 ne tomba en panne à cause des techniques de croisière de Lindbergh. À la fin juillet 1944, les techniques de contrôle de croisière de Lindbergh se répandaient dans toutes les unités de P-38 de la 5th Air Force. Le succès du 475e Fighter Group était impossible à ignorer. La nouvelle se répandit dans d'autres escadrons. Les pilotes parlaient, les équipes au sol comparaient les données de consommation de carburant. D'autres commandants voulaient le même avantage opérationnel dont jouissaient maintenant les Saturn's Angels. Lindbergh donna des présentations supplémentaires à des pilotes d'autres unités. Il expliquait la technique patiemment, répondant aux questions techniques, abordant les inquiétudes concernant la sécurité des moteurs. L'adoption ne fut pas immédiate ou universelle, mais elle fut régulière.
Le 28 juillet 1944 apporta le moment le plus dramatique de Lindbergh avec le 475e. La mission était une escorte de bombardiers vers la zone de Seram, volant avec le 433e Squadron. Lindbergh volait en Blue 3 dans un vol de 4 appareils au-dessus de la baie de El Pouti. La Blue Flight rencontra des avions ennemis. 2 Mitsubishi Ki-50 et un Sonia, bombardier léger japonais utilisé pour la reconnaissance et l'attaque au sol, revenaient de la recherche d'un camarade disparu. Les Sonia appartenaient au 73e Independent Flying Chutai. L'un était piloté par le commandant de l'unité, le capitaine Saburo Shimada, l'autre par le sergent Yokogi. Les chasseurs américains attaquèrent. Les Sonia étaient surclassés, plus lents, moins maniables et légèrement armés comparés au Lightning. Ils auraient dû être des cibles faciles, mais Shimada était un pilote expérimenté qui n'avait pas l'intention de mourir facilement. L'engagement se transforma en une bataille mobile. Des P-38 du 9e Fighter Squadron avaient trouvé les Sonia en premier et étaient déjà engagés quand le vol de McDonald arriva. Le wingman de Shimada, le sergent Yokogi, fut touché par des tirs de canon du lieutenant Wade Lewis. L'aile gauche du Sonia prit feu. Alors que l'avion ennemi se redressait pour fuir, le lieutenant J.C. Haslip se glissa derrière et tira une longue rafale. Le Sonia touché traîna de la fumée et piqua dans la mer. Le Sonia de Shimada continua le combat. Pendant 30 minutes, le capitaine japonais manœuvra mieux que de multiples P-38 attaquants. Il lança son appareil dans des virages violents, les extrémités des ailes déversant de la condensation, alors qu'il faisait virer le Sonia à son taux de virage maximum. Les pilotes de P-38 Petit essayèrent de prendre de l'avance sur la cible, mais ne purent maintenir le point de visée. L'avion japonais, plus lent, pouvait virer plus serré que les chasseurs américains plus rapides. Le capitaine Danforth Miller, le wingman de McDonald, parvint brièvement à avoir le Sonia dans son viseur, mais le perdit de vue alors que Shimada terminait un virage serré à gauche. Les traceurs de Miller tombèrent à 80 pieds derrière. Puis Shimada fit quelque chose d'inattendu. Plutôt que de continuer les manœuvres d'évitement, il se tourna directement vers Lindbergh qui approchait. Les deux avions volèrent l'un vers l'autre de front à une vitesse de rapprochement de près de 500 milles par heure. Pour Lindbergh, un homme qui avait volé des milliers d'heures mais n'avait jamais fait face à un avion ennemi essayant de le tuer, le moment se cristallisa avec une clarté terrible. Shimada maintint son cap. Que ce soit en tentant une attaque par embardée ou simplement en espérant échanger des tirs de front, le capitaine japonais s'engagea sur une trajectoire de collision. Lindbergh visa instinctivement le moteur en étoile du Sonia et pressa sa détente. L'armement du P-38, un canon de 20 mm et des mitrailleuses de calibre 50 concentrées dans le nez, éclata pendant 6 secondes. Lindbergh maintint la détente enfoncée. Des balles et des obus frappèrent l'avant du Sonia. L'hélice du Mitsubishi ralentit visiblement. De la fumée s'échappa du moteur, mais Shimada maintint son cap. Au dernier moment, Lindbergh tira violemment sur le manche, son P-38 passant au-dessus du Sonia endommagé avec quelques mètres à spar. L'appareil de Shimada partit en piqué raide. D'autres P-38 tirèrent des rafales supplémentaires. Le Sonia continua à piquer, traînant de la fumée jusqu'à ce qu'il heurte l'océan à grande vitesse. Une fontaine d'écume blanche marqua l'impact. De la mousse s'étala en cercle concentrique à la surface de l'eau. Puis les vagues se fondirent à nouveau dans la mer. La surface était comme elle était auparavant. Le capitaine Saburo Shimada et son observateur étaient morts. De retour à la base, le crédit de la victoire fut discuté. Plusieurs pilotes avaient touché le Sonia. McDonald, Miller et Lindbergh avaient tous marqué des impacts, mais c'était la rafale de front de Lindbergh qui avait mortellement blessé l'appareil, ralentissant l'hélice et amorçant la plongée fatale. Non officiellement, les pilotes furent d'accord. Lindbergh avait marqué sa première et unique victoire. La victoire ne fut pas inscrite dans le registre de guerre officiel du 475e. Lindbergh était un civil. Sa participation au combat était déjà irrégulière. Enregistrer une victoire officielle soulèverait des questions qui pourraient mettre fin à son temps avec l'unité. 3 jours plus tard, le 1er août, Lindbergh faillit mourir.
La mission était une patrouille offensive vers les îles Palau. Le vol rencontra des zéros japonais. Dans le dogfight qui s'ensuivit, Lindbergh se retrouva dans un combat tournoyant avec un pilote de zéro qui faillit l'abattre. Seule l'intervention de McDonald criant « break right », puis engageant le zéro lui-même, sauva la vie de Lindbergh. Cette passe dangereuse convainquit le quartier général de la 5th Air Force que cela suffisait. Lindbergh avait prouvé que ses techniques fonctionnaient. Il avait volé approximativement 50 missions de combat durant tout son service dans le Pacifique, dont environ 25 missions en paix, 38 avec le 475e. Il avait abattu un avion ennemi. Il avait failli être tué. Il était temps de le renvoyer aux États-Unis avant que quelque chose ne tourne irréversiblement mal. Le 12 août 1944, Lindbergh quitta Hollandia pour rentrer chez lui. Les pilotes du 475e Fighter Group se rassemblèrent pour lui dire au revoir. Leur respect pour le représentant technique civil était authentique. Il ne leur avait pas seulement enseigné des techniques qui étendaient leur rayon de combat. Il avait volé avec eux, s'était battu avec eux et s'était prouvé dans des conditions où le rang et la célébrité ne signifiaient rien. L'impact des techniques d'efficacité énergétique de Lindbergh s'étendit bien au-delà du 475e Fighter Group. En octobre 1944, les unités de P-38 dans tout le Pacifique utilisaient des variations de ces réglages de contrôle de croisière. Les chiffres spécifiques variaient légèrement entre les unités et les conditions, mais le principe était universel. Régime plus bas, pression d'admission plus haute, mélange plus pauvre. Tous combinés pour étendre considérablement le rayon d'action. Les implications opérationnelles étaient profondes. Les cibles qui étaient inaccessibles devinrent accessibles. Les bases japonaises, qui avaient joui de l'immunité face aux escortes de chasseurs, faisaient maintenant face à des P-38, avec assez de carburant pour se battre au-dessus de la cible et rentrer à la maison en sécurité. Le rayon d'action étendu permit aux chasseurs d'escorter les bombardiers sur des missions qui étaient auparavant effectuées sans escorte ou pas effectuées du tout. Les patrouilles offensives à long rayon d'action pouvaient pénétrer plus profondément dans le territoire tenu par les Japonais. Les groupes de P-38 en Nouvelle-Guinée néerlandaise volèrent bientôt sur 950 miles vers des cibles, se battaient pendant 15 minutes et retournaient à la base. De telles missions était impossible avant que les techniques de Lindbergh ne deviennent une pratique standard. L'extension du rayon d'action n'était pas triviale. Dans la seconde moitié de 1944, le rayon de combat accru permit des opérations qui soutenaient directement l'avancée de MacArthur vers les Philippines. Les terrains d'aviation, qui n'auraient pas pu être soutenus par les rayons d'action existants des chasseurs, devinrent des bases avancées viables. Les plans d'invasion qui nécessitaient d'attendre des terrains d'aviation plus proches pouvaient procéder plus rapidement. L'impact stratégique fut mesuré non seulement en miles, mais en temps. Les opérations qui auraient pris des mois furent complétées en semaines, parce que la couverture de chasse pouvait atteindre plus loin et plus vite. La technique sauva aussi des vies. Les pilotes qui revenaient auparavant à la base avec les jauges de carburant indiquant vide avaient maintenant des réserves pour les urgences. Le mauvais temps qui forçait des détours ne signifiait plus la perte certaine d'avions. Les pilotes qui subissaient des dommages au combat avaient de meilleures chances d'atteindre la maison. Les réserves de carburant fournissaient une marge de sécurité qui réduisait directement les pertes au combat de causes non combattantes. Le rayon d'action étendu s'avéra particulièrement précieux durant la libération des Philippines. Quand les forces de MacArthur envahirent Leyte en octobre 1944, les P-38, volant depuis des bases en Nouvelle-Guinée et Morotai, fournirent une couverture de chasse sur des distances qui étaient impossibles des mois auparavant. La différence entre atteindre la cible sans réserve de carburant et l'atteindre avec 1 heure de carburant faisait la différence entre fournir une couverture effective et simplement se montrer. Pourtant, l'adoption de ces techniques ne se fit pas sans controverse. Certains commandants résistèrent initialement, inquiets de la fiabilité des moteurs. Certains pilotes restèrent sceptiques, faisant plus confiance à leur formation qu'aux conseils d'un civil.
Certains officiers de maintenance s'inquiétèrent de l'usure accrue des moteurs, mais les preuves étaient indéniables. Les unités utilisant les techniques de Lindbergh ne rapportèrent aucune augmentation des pannes de moteurs. Les données de consommation de carburant montrèrent des améliorations dramatiques. Les rapports de mission documentaient des opérations réussies qui étaient impossibles auparavant. À la fin de 1944, la technique de contrôle de croisière de Lindbergh fut officiellement incorporée dans les procédures opérationnelles du P-38. Ce qui avait commencé comme l'observation d'un représentant technique civil était devenu une doctrine standard. L'US Army Air Forces publia des tableaux de contrôle de croisière mis à jour pour le P-38 qui reflétaient les découvertes de Lindbergh. Les matériels de formation des pilotes furent révisés pour inclure le fonctionnement approprié du mélange lean-off-peak. L'histoire plus large du service de Lindbergh dans le Pacifique révèle un homme motivé par des raisons complexes. Son isolationnisme d'avant-guerre en avait fait une figure controversée. Ses commentaires sur la technologie aéronautique dans l'Allemagne nazie lui avaient valu des accusations de sympathie nazie. Son opposition publique à l'entrée américaine dans la Seconde Guerre mondiale avait détruit sa relation avec le président Roosevelt. Quand la guerre arriva, Lindbergh se retrouva paria, bien qu'étant l'un des aviateurs américains les plus accomplis. Mais dans le théâtre du Pacifique, loin de la politique de Washington, Lindbergh trouva la rédemption through la compétence technique. Les pilotes du corps des Marines et de l'Army Air Force, qui volèrent avec lui, le jugèrent non pas sur des positions politiques, mais sur la compétence de vol et le courage. Le major Richard Bong, le plus grand as américain avec 40 victoires, dit à un reporter de United Press que Lindbergh était « aussi bon pilote qu'aucun de nous ». Il aurait été là-bas à abattre des Japs tous les jours si le général Kenney l'avait laissé faire. L'évaluation de quelqu'un du calibre de Bong signifiait plus que toute réhabilitation politique n'aurait pu fournir. Lindbergh s'était prouvé là où la preuve comptait le plus, au combat. Après être retourné aux États-Unis à la mi-août 1944, Lindbergh continua ses contributions techniques à l'effort de guerre. En octobre 1944, il participa à une conférence conjointe armée-marine sur les performances des chasseurs à la Naval Air Station Patuxent River, Maryland. Il vola et évalua des avions japonais capturés, fournissant des insights sur les capacités ennemies. Il continua à consulter pour United Aircraft et d'autres fabricants, résolvant les problèmes qui survenaient dans les opérations de combat. Les spécifications techniques de ce que Lindbergh accomplit révèlent l'ampleur de l'amélioration. Le P-38G Lightning avait une capacité de carburant interne de 410 gallons dans les réservoirs standards, 2 réservoirs principaux de 90 gallons, 2 réserves de 60 gallons et 2 réservoirs dans le bord d'attaque de 55 gallons, avec des provisions pour des réservoirs largables externes. La capacité totale pouvait dépasser 1000 gallons. Au réglage de croisière standard de 2200 tours par minute et mélange autorique, la consommation de carburant variait selon les sources, mais était significativement plus élevée que la méthode de Lindbergh. La technique de Lindbergh réduisait la consommation à environ 70 gallons par heure au total. Le rayon de combat augmenta d'environ 570 miles à 750 miles, avec les mêmes allocations de combat et de réserve, représentant une amélioration de 31%. Pour les missions nécessitant un rayon d'action maximum, des réservoirs largables supplémentaires, combinés avec les techniques de croisière, permettaient des vols approchant 9 heures, couvrant plus de 1000 miles. Ces capacités transformèrent les opérations dans le Pacifique. La campagne stratégique de Sodil, qui caractérisa l'avancée de MacArthur à travers la Nouvelle-Guinée et vers les Philippines, reposait sur la supériorité aérienne à chaque étape. Le rayon d'action des chasseurs déterminait quelles îles pouvaient être contournées et lesquelles nécessitaient un assaut direct pour fournir des terrains d'aviation. En étendant le rayon d'action des chasseurs, les techniques d'une pente de DIE, les de Duntentesots, Linchinet Bebek, Gikannikano, permirent une planification opérationnelle plus audacieuse. Des îles qui auraient nécessité des assauts amphibies coûteux pouvaient être contournées parce que les chasseurs pouvaient atteindre des cibles depuis des bases plus distantes.
Certains historiens ont incorrectement attribué les techniques d'extension de rayon d'action de Lindbergh à la mission d'avril 1943 qui intercepta et abattit l'avion de transport de l'amiral japonais Isoroku Yamamoto. Cette mission, effectuée par des P-38 du 339e Fighter Squadron basé à Guadalcanal, repoussa les limites du rayon d'action du Lightning, mais Lindbergh n'y eut rien à voir. Il n'arriva dans le théâtre du Pacifique que plus d'un an plus tard. Ce que Lindbergh contribua, c'était de rendre ses missions de rayon d'action extrêmes routinières plutôt qu'exceptionnelles. L'élément humain de l'achievement de Lindbergh mérite l'emphasis. Il avait 42 ans quand il fut déployé dans le Pacifique, volant en mission de combat contre des pilotes de 20 ans plus jeunes. Les exigences physiques du vol à haute performance, le stress du combat, l'inconfort des vols de 7 à 9 heures dans un cockpit exigu, tout cela laissait des traces. Mais Lindbergh ne demanda jamais de traitement spécial. Il vola aux mêmes missions, fit face aux mêmes dangers et suivit les mêmes procédures que les jeunes lieutenants et capitaines qui constituaient l'essentiel du 475e. Sa volonté de prouver ses techniques par une démonstration personnelle fut cruciale pour leur acceptation. S'il avait simplement donné des conférences sur la gestion du carburant depuis la sécurité du quartier général, les pilotes l'auraient rejeté comme un autre théoricien qui ne comprenait pas les réalités du combat. En volant en mission et en prouvant systématiquement que ses techniques fonctionnaient, il gagna une crédibilité qu'aucun rang ou célébrité n'aurait pu fournir. L'impact psychologique du succès de Lindbergh s'étendit au-delà de la gestion du carburant. Il démontra que l'expertise technique civile avait de la valeur dans les opérations de combat. Les organisations militaires privilégient naturellement le rang et l'expérience au combat, mais la guerre moderne complexe nécessitait une sophistication technique qui résidait souvent en dehors de la chaîne de commandement militaire. Lindbergh prouva que les civils possédant des connaissances spécialisées pouvaient contribuer significativement à l'efficacité au combat si on leur en donnait l'opportunité. Son succès encouragea les commandants militaires à écouter les représentants techniques civils des fabricants d'avions, des compagnies de moteurs et des organisations de recherche. La coopération améliorée entre les utilisateurs militaires et les développeurs civils accéléra le rythme de l'innovation technique tout au long de la guerre. Le P-38 Lightning lui-même mérite la reconnaissance en tant qu'avion qui permit les techniques de Lindbergh. La configuration bimoteur fournissait la redondance qui rendait l'expérimentation plus sûre. Les moteurs Allison V1710, bien que souvent critiqués pour divers problèmes, répondaient bien à une gestion minutieuse du mélange. Le système de carburant du P-38, avec ses multiples réservoirs et pompes de transfert, permettait aux pilotes de gérer le carburant soigneusement. La stabilité de l'avion le rendait adapté pour les vols de croisière de longue durée. À la fin de 1944 et début 1945, le P-38 était remplacé dans certains théâtres par le P-51 Mustang, qui offrait de meilleures performances à haute altitude et un plus long rayon d'action avec la même charge de carburant. Mais dans le Pacifique, le P-38 resta précieux tout au long de la guerre. Ses moteurs jumeaux fournissaient la sécurité au-dessus de l'eau. Son armement lourd délivrait une puissance de feu dévastatrice. Sa maniabilité à basse et moyenne altitude convenait aux conditions de combat du Pacifique, et son rayon d'action, surtout lorsqu'il était piloté en utilisant les techniques de Lindbergh, restait exceptionnel. Les statistiques finales racontent l'histoire. Le 475e Fighter Group, volant exclusivement sur P-38, atteignit 550 et une victoire aérienne en faisant la meilleure unité de P-38 de la guerre. Le deuxième plus grand as américain, le major Thomas Maguire, avec 38 victoires, vola sur P-38 avec le 475e. La combinaison de rayons d'action, de puissance de feu et de fiabilité de l'avion en fit le chasseur dominant dans le théâtre. Et le rayon d'action étendu que les techniques de Lindbergh fournirent améliora chaque aspect des opérations du P-38. Les missions pouvaient atteindre plus loin, se battre plus longtemps et revenir plus sûrement. L'impact cumulatif sur des milliers de sorties et des centaines de milliers d'heures de vol était incommensurable mais réel.
L'histoire met aussi en lumière la relation parfois inconfortable entre l'expertise et les institutions. Les positions politiques d'avant-guerre de Lindbergh l'avaient rendu indésirable dans le service militaire officiel. L'animosité personnelle du président Roosevelt empêcha Lindbergh de servir en uniforme. Pourtant, l'Army Air Force avait besoin exactement de l'expertise que Lindbergh possédait. La solution, un statut civil non officiel avec une autorisation informelle de participer au combat, était irrégulière et violerait probablement les règlements modernes, mais cela fonctionna. La rigidité institutionnelle céda le pas au pragmatisme opérationnel. Le résultat bénéficia immensément à l'effort de guerre. Les hommes qui volèrent avec Lindbergh en 1944 n'oublièrent jamais ce qu'il leur enseigna. Dans des interviews menées des décennies plus tard, d'anciens pilotes du 475e parlèrent avec respect du civil qui avait volé comme leur égal et leur avait appris à voler plus loin qu'ils ne pensaient possible. Le colonel Warren Lewis, qui commanda le 432e Squadron, se souvint des réglages d'économie de carburant de Lindbergh avec précision des décennies plus tard. Les spécificités variaient légèrement dans différents récits, reflétant l'adaptation à différentes conditions et modèles d'avions, mais le principe était universel et les résultats indéniables. Charles Augustus Lindbergh mourut le 26 août 1974 à l'âge de 72 ans d'un lymphome chez lui à Kipauulu, Maui. Il avait secrètement quitté le Columbia Presbyterian Medical Center de New York le 17 août, arrivant à Maui juste une semaine avant sa mort. Il fut enterré environ 3 heures après sa mort dans un simple cercueil artisanal construit par des cow-boys de ranch hawaïens portant des vêtements de travail, dans une tombe de 30 pieds de profondeur bordée de roches volcaniques et de galets noirs de plage au cimetière de l'église Palapala Ho'omo. Seulement 15 personnes assistèrent. La pierre tombale est une simple dalle de béton avec l'épitaphe du psaume 139 « Si je prends les ailes de l'aurore et que je demeure au fond des mers ». Ces journaux de guerre, publiés en 1970, fournirent des comptes rendus détaillés de son service dans le Pacifique, y compris son temps avec le 475e. L'héritage du service de Lindbergh dans le Pacifique s'étend au-delà des techniques spécifiques qu'il enseigna. Il démontra des principes qui restent pertinents. L'expertise technique compte dans les opérations de combat. Les spécialistes civils peuvent contribuer significativement si on leur en donne l'opportunité. Les procédures institutionnelles doivent être remises en question et améliorées lorsque les preuves soutiennent le changement. La démonstration personnelle est plus persuasive que l'argumentation abstraite. Et peut-être le plus important, il y a toujours de la place pour l'amélioration, même dans des systèmes qui semblent pleinement développés. En analyse finale, l'achievement de Lindbergh dans le Pacifique représente une intersection unique entre une expertise spécialisée et une nécessité opérationnelle. Le théâtre du Pacifique exigeait un rayon d'action extrême des chasseurs. Les procédures existantes limitaient le rayon d'action en dessous de ce que l'avion était techniquement capable d'atteindre. Lindbergh possédait une connaissance unique de la gestion du carburant grâce à son focus sur l'efficacité couvrant des décennies. Il eut l'opportunité d'appliquer cette expertise dans des conditions de combat où les résultats pouvaient être mesurés objectivement. Il eut le courage de démontrer ses techniques personnellement, risquant sa vie pour prouver ses théories. Et il eut l'approche pour travailler avec les pilotes comme un égal, plutôt que de demander la reconnaissance pour sa célébrité. L'histoire des prisonniers de guerre allemands témoignant de la puissance industrielle américaine montra une transformation psychologique à travers des preuves matérielles écrasantes. L'histoire de Lindbergh montre une transformation technique à travers une expertise démontrée. Les deux révèlent que parfois les plus grandes victoires viennent non pas par la force, mais par la connaissance appliquée avec précision et prouvée par l'exemple. Les prisonniers allemands rentrèrent chez eux, sachant que la prospérité démocratique pouvait créer l'abondance. Les pilotes de chasse américains qui apprirent de Lindbergh gagnèrent des techniques qui multiplièrent leur efficacité opérationnelle tout en les ramenant à la maison en sécurité. Le P-38 Lightning vola jusqu'à la fin de la guerre. Sa silhouette distinctive à double boom, un symbole de la puissance aérienne américaine dans le Pacifique. Les pilotes qui le pilotèrent se souviennent de l'avion avec affection, malgré ses particularités et ses défis.
Et ceux qui le pilotèrent en 1944 et après se souviennent aussi du civil qui leur apprit que l'impossible était simplement difficile, que les limites publiées étaient des points de départ, pas des frontières, et que la compréhension pouvait débloquer des capacités cachées en pleine vue. C'est l'héritage pacifique de Lindbergh, non pas les victoires au combat ou les missions volées, mais la connaissance partagée et les techniques enseignées. Il vint en observateur et partit en enseignant. Il arriva en célébrité et partit en camarade. Et il transforma les capacités d'un avion through rien de plus que la compréhension de son fonctionnement réel et le courage de prouver que de meilleures méthodes existaient. Les pilotes des Satan's Angels savaient ce que Lindbergh leur avait donné. Ils volèrent plus loin, se battirent plus longtemps et revinrent plus en sécurité grâce à la connaissance partagée librement par un civil qui comprenait l'efficacité énergétique mieux que quiconque dans le Pacifique. Cette connaissance, prouvée au combat et adoptée dans tout le théâtre, représente l'une des innovations techniques les plus réussies de la guerre aérienne du Pacifique. Et elle vint non pas des laboratoires ou des départements d'ingénierie, mais de la maîtrise spécialisée d'un homme d'un art qu'il avait perfectionné 17 ans plus tôt, au-dessus de l'océan Atlantique. Cette maîtrise, appliquée dans un contexte différent, avec un avion différent, s'avéra aussi précieuse en 1944 qu'elle l'était en 1927. Le principe resta constant, comprendre l'avion complètement, gérer les ressources avec précision et ne jamais accepter que les limites publiées soient de réelles limites. Lindbergh vécut ce principe et pendant 6 semaines à l'été 1944, il l'enseigna à certains des meilleurs pilotes de chasse du Pacifique, qui à leur tour l'enseignèrent à d'autres, répandant une connaissance qui changea la façon dont l'Amérique combattit la guerre aérienne dans le Pacifique.